Donc bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur ce débrief du GITEX 2024. Donc c'est un webinaire qui sera enregistré, qui sera par la suite accessible sur YouTube dans quelques semaines. Donc quelques consignes, effectivement, comme je le disais, n'hésitez pas à couper vos micros et vos caméras. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat au fil de l'eau. On y répondra à la fin de la présentation. Donc voilà, je suis Florent Roulier, hein, vous me connaissez peut-être pour les débriefs CES parce que je couvre traditionnellement ces grands salons d'innovation que sont le CES, le Vivatex et le GITEX depuis plusieurs années. Et donc j'étais au GITEX à Dubaï il y a quelques jours et j'y étais avec Erwan Dion, notre directeur Digital Factory et lead sur la practice e-commerce au sein de Niji. Qui va faire ce débrief avec moi et nous avons parcouru ce salon pour en tirer les meilleurs enseignements que nous allons vous présenter ici. Donc, on va commencer avec rapidement 2 mots sur Niji pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Ensuite, on va vraiment vous présenter ce GITEX, qu'est-ce que c'est que ce salon, et notamment cette édition 2024. On va se projeter un peu dans le futur avec un exercice qu'on appelle Alice à Dubaï. On ira dans le cœur des tendances et des innovations avec ce chapitre sur les tendances tech. Et puis, on aura un mot de conclusion sur le GITEX qui va débarquer en Europe très prochainement. Et ensuite, on pourra répondre à toutes vos questions. Donc, pour commencer, 2 mots rapides sur Niji, hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Niji, voilà, c'est un cabinet de conseil. On accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. On fait ça depuis 23 ans, autour notamment de 3 activités, le conseil, le design et la technologie. Et la technologie, ça s'articule autour d'activités de développement, d'intégration de solutions, de Salesforce, de la data, de la cybersécurité et bien sûr de l'IA. L'IA qui va être au cœur de ce débrief, vous allez le voir. Donc, on est 1400 talents répartis sur toute la France et également à Casablanca et à Singapour. Également 3 actualités pour mieux nous connaître. Donc je vous parlais d'IA. Niji a notamment conçu un produit qui est un produit autour de l'IA pour faire de la conception de backlog. Donc si vous ne connaissez pas encore ce produit ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter vos contacts commerciaux Niji. Donc c'est un produit qui vraiment accélère la construction de backlog avec de l'IA. On peut y injecter différents entrants et ça vous produit des backlogs de qualité. On a également reçu récemment 6 awards, 6 grands prix stratégie pour des catégories de design éco-responsable, de sites institutionnels, de sites de marque, avec au total 35 awards internationaux sur 5 ans. Donc voilà, si vous ne connaissez pas les activités de conception, design et développement de Niji, vous pouvez vous référer à ces différents awards. Puis une dernière actualité qu'on voulait vous mettre en avant, c'est que bien évidemment, on sera aussi présent au CES cette année à Las Vegas. Donc si vous y allez vous-même, ou si vous voulez avoir un débrief plus particulier, n'hésitez pas à nous contacter. Et un dernier mot sur Niji et sur pourquoi nous allons au GITEX chaque année. Il y a 2 raisons principales en fait. C'est que déjà, on veut vraiment faire injecter de l'innovation en interne Niji en faisant ce type de débrief au sein de nos collaborateurs, mais aussi faire cette injection d'innovation auprès de nos clients. Et c'est pour ça que vous êtes ici réunis sur ce webinaire. Ça nous permet de faire un vrai point de situation sur le marché et sur l'innovation. Ça nous permet aussi de faire rayonner l'expertise Niji au sein des médias, puisqu'on peut travailler avec pas mal de médias sur ce type de salon pour faire des interviews, des reportages croisés. Et puis aussi, nous, on est présent au GITEX parce qu'on accompagne certains clients pour être un peu leurs yeux et leurs oreilles sur ces salons et faire vraiment des débriefs très personnalisés par secteur. Et donc, c'est le cas cette année avec des clients dans le secteur de l'énergie et de la mobilité. Voilà pour ces quelques mots sur Niji. On va vraiment parler de ce GITEX. Qu'est-ce que c'est que ce GITEX, ce salon? Vous ne le connaissez pas peut-être encore. Donc, c'est en 2 mots, c'est le plus grand salon dédié à la tech et à l'innovation du monde. Si on le compare à des salons que vous connaissez peut-être un peu plus en France, qui sont Vivatech, qui se passe à Paris chaque année, ou le CES de Las Vegas, c'est un salon encore plus grand parce qu'il a encore plus de mètres carrés, encore plus d'exposants. Vous le voyez, 250 000 mètres carrés, 6 500 exposants. Donc, c'est assez énorme. Et il a une coloration un peu plus B2B par rapport à d'autres salons. Vivatech, il est un peu B2B et B2C. Le CES, c'est très orienté consumer, B2C.
Et c'est vrai que le GITEX, il est un peu plus B2B. Et il a un autre intérêt, le GITEX, c'est qu'il va être très, très international. Vivatech et le CES, c'est très américano-centré, avec la présence des US, bien sûr, de l'Europe, du Japon, de la Corée. Mais ça s'arrête un peu là. Et souvent, on est un peu bridé par rapport à ça, tandis que le GITEX, il est réellement international. Et Erwan vous en dira un mot à ce sujet juste après. Quelques grands chiffres sur le GITEX. Donc, c'est la 44e édition. C'est vraiment un salon qui dure dans le temps, qui est historique. Donc, comme je vous le disais, 250 000 mètres carrés, 200 000 visiteurs. Donc, c'est une belle augmentation encore cette année en termes de nombre de visiteurs. Et d'ailleurs, 200 000 visiteurs, ça fait beaucoup de monde. Comme vous le voyez sur ces photos, c'est très dense la population sur ce salon. Si vous connaissez les quais du RERB aux heures de pointe, un jour de grève, c'est un peu ça. C'est vraiment très très dense sur les 4 ou 5 jours du salon. Donc voilà, c'était très sportif. Et d'autant plus sportif que ce salon, en fait, il est réparti sur 2 sites. Il y a un site qui se passe à côté de Dubai Harbor qui s'appelle Expand North Star, à côté de la palme, de la presqu'île en forme de palme. Donc ça, c'est le site qui est dédié aux startups. Donc c'est là qu'on a plus de 1000 startups qui sont réunies. Et puis, vous avez l'autre site qui s'appelle GITEX Global, qui est au World Trade Center, à côté de la plus grande tour du monde, la Burj Khalifa, et qui est le site principal, très, très, très gros aussi. Et donc, on navigue entre ces 2 sites pendant toute la semaine de salon à Dubaï. Et effectivement, comme Florent l'a présenté un petit peu tout à l'heure, ce qu'on disait, c'est que au GITEX, une des particularités et une des forces d'ailleurs de ce salon, c'est que le monde entier est présent. Donc, on vous a fait un petit extract, mais bien évidemment, c'est pas exhaustif d'un certain nombre de pays qui sont représentés. Mais donc, ce qu'il est notable, c'est qu'il y a des pays qui sont présents que au GITEX et qui sont pas présents sur d'autres salons, ce qui permet de voir à la fois des innovations, mais aussi, et on le verra un petit peu dans la suite de la présentation, vous verrez que les use cases ou les innovations qu'on va vous présenter et qu'on a notées sont déjà pour la plupart et pour certaines déjà en production et viennent de pays qu'on n'a pas l'habitude de voir sur d'autres salons. Et donc ça, c'est vraiment très très intéressant et du coup, c'est très enrichissant aussi sur ces éléments-là. Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point qui est à noter, c'est que aussi il est très fédérateur de par sa dimension complètement internationale. Et ben en fait, on voit des choses, notamment, on a remarqué par exemple un stand de sociétés d'Israël et de Palestine sous le même hall. Voilà, la Russie était également présente. Donc, au-delà de toute considération géopolitique, voilà, vraiment l'intégralité des sociétés du monde est représentée au sein du GITEX. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée par rapport à d'autres salons. Et bien évidemment, la France était représentée, en l'occurrence la French Tech, et donc sur les 2 sites, que ce soit comme le disait Florent au GITEX ou à la partie startup avec le North Star. Ce qu'il a à noter, c'est qu'il y avait à peu près une 60aine d'entreprises, donc certes un contingent un petit peu inférieur par rapport à CES, mais c'est quand même une belle représentation et une grosse représentation européenne avec 350 startups. Et effectivement, le côté startup était très représenté cette année pour la partie French Tech au CES. Alors soit sous la gouverne d'autres sociétés, de grandes sociétés comme CMA, CGM par exemple. Il y avait des régions qui étaient présentes également pour présenter un certain nombre de startups. Et puis il y avait un certain nombre de grands groupes qui étaient présents. Et ce qui est notable, ce qu'on a dit sur les pays, c'est que c'est valable aussi pour des sociétés. Ces sociétés-là, elles sont présentes au GITEX et elles sont, pour certaines en tout cas, elles ne sont plus présentes au CES. Donc les innovations ou les éléments qu'elles viennent présenter, en fait, si on veut les découvrir, il faut venir au GITEX pour pouvoir les découvrir. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et une des raisons pour lesquelles elles sont présentes au GITEX, c'est pas forcément la seule, mais c'est une des raisons, c'est que en fait l'activité économique dans cette région du monde, elle est toujours très soutenue, sans doute un petit peu comparativement à ce qu'on peut connaître côté Occident en Europe et aux US.
Voilà, je passe pas dans le détail des chiffres, mais vous voyez, on parle de milliards d'euros qui ont pu être échangés. Et en fait, comme le disait Florent tout à l'heure, c'est aussi un salon qui est très orienté business. On vient pour faire du business, on vient pour rencontrer des sociétés et potentiellement commencer à discuter contrat. Et ça, c'est vraiment une philosophie qui est un peu différente par rapport à d'autres salons. Et pour preuve, hein, quand vous vous promenez dans les allées et que vous voyez les stands de certaines sociétés, en fait, ils sont construits de telle façon que finalement, vous avez même des salons d'accueil à l'intérieur des stands qui vous permettent d'avoir une discussion confidentielle, privilégiée, très contractuelle et très business avec un client potentiel et une start-up ou une société qui vient se représenter lors de ce salon. Donc voilà, c'est aussi l'intérêt de ce salon, c'est qu'il est vraiment orienté sur le développement de son business. Voilà. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, les startups qui gagnent les challenges concours de pitch Supernova repartent aussi avec des chèques jusqu'à 100 000 $. Donc, elles sont bien contentes de venir au GAITEX. Pour la suite de ce débrief, alors on fait cet exercice pour le CES et on le fait désormais aussi pour le GAITEX. On va vous projeter un peu dans le futur. On a imaginé la journée d'un personnage fictif qu'on appelle Alice en 2030 avec des innovations qu'on a vues cette année sur le salon à Dubaï. Donc, à quoi pourrait ressembler la journée d'Alice à Dubaï en 2030 ? Imaginons que Alice se lève le matin à 8 heures et elle considère qu'elle n'a plus rien à se mettre. Pas de souci, elle lance son application relookeuse d'IA qui va scanner sa morphologie sur la base d'une photo et sa structure osseuse et va en déduire des recommandations de style, de vêtements, de marques, de coloris, avec des liens vers les produits pour aller les acheter directement en ligne. Et donc, de cette manière, elle peut refaire sa garde-robe grâce à cet assistant IA très facilement. Donc, à 9 heures, Alice, elle va commencer à travailler. Et Alice, désormais, elle exerce la fonction de IA photoshooteuse. Donc, son travail consiste avec de l'IA à créer des sessions de vidéo shoot ou de photoshoot, notamment pour un promoteur immobilier à Dubaï. On sait qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de programmes immobiliers à Dubaï et il y a beaucoup de marketing pour les vendre. Et donc là, finalement, en quelques heures, elle peut produire un vidéo pack pour ce promoteur très rapidement. Ça lui fait gagner beaucoup de temps. Et à 11 heures, elle est même capable de montrer ce résultat à ses clients sur un écran 3D. Donc ça, c'est un écran 3D sans lunettes. Et la nouveauté, c'est qu'on peut être plusieurs autour de l'écran et tout le monde voit le contenu jaillir de l'écran. Donc, il n'y a pas de eye tracking, c'est vraiment des multiples générations de perspectives en simultané qui permet à chaque personne de voir ce contenu. Le client est très satisfait, il valide son travail, c'est super. Alice a du coup toute l'après-midi libre et elle va en profiter pour aller faire du buggy autonome dans le désert parce que elle n'a pas son permis. Donc en fait, heureusement que le buggy est capable de se conduire lui-même. Et donc voilà, elle s'amuse bien. Elle a même une restitution de son itinéraire, de sa vitesse, de sa direction dans ses lentilles de contact, qui sont des Smart Contact Lens, et qui lui permettent d'avoir aussi ses notifications téléphone dans l'œil directement. D'ailleurs, ça lui rappelle qu'elle a un call pro pour un nouveau brief client à 17 heures. Donc, pas de souci, elle peut rentrer chez elle, faire son call professionnel. Alors là, ce client est à l'étranger, il est espagnol, mais c'est pas un souci, elle ne parle pas espagnol, mais elle va avoir une traduction instantanée avec sa propre voix de sa conversation en espagnol, et même ses lèvres vont être calées sur cette langue espagnole pour que son interlocuteur ne se rende même pas compte que Alice ne parle pas du tout espagnol dans la vraie vie, mais en fait, elle le parle à travers la visio. Ça lui permet de prendre un nouveau brief client et de continuer son business. À 18 heures, elle va quand même se relaxer chez elle. Donc, il faut savoir que Dubaï, c'est une des villes les plus polluées du monde, avec un aéroport notamment le plus polluant du monde. Et donc, il faut un peu renouveler l'air. Pas de souci. Son cadre photo digital est aussi un purificateur d'air qui lui permet de profiter d'un air purifié dans son appartement et de se relaxer. Et puis, à 20 heures, Alice, elle va vouloir regarder un contenu de streaming. Donc, elle va dire « Hey Yasmina, qu'est-ce que tu peux me conseiller comme contenu ce soir ?» Donc, Yasmina, c'est un assistant intelligent comme Alexa et Google, mais avec une volonté de lui donner une vraie personnalité. Donc, c'est fait par un groupe qui s'appelle Yango et elle va avoir des contenus personnalisés, regarder son programme et puis à 22h30, Alice est un peu empreinte de spiritualité. Elle va vouloir faire une prière et pas de problème, elle va pouvoir même gagner des tokens sur la blockchain grâce à ce programme de Tap to Pray qui associe un token avec chaque prière et lui permet de collecter finalement des tokens virtuels. Donc voilà la journée d'Alice en 2030.
à Dubaï, avec des innovations qu'on a vues cette année et qui vont prendre encore pour certains un peu de temps à se développer, mais en tout cas qui étaient vraiment présentées sur le salon et qu'on peut voilà, attendre d'ici quelques années dans nos vies. On va maintenant aborder les tendances un peu plus sérieuses, un peu plus business, qui vous concernent, vous, clients de Niji ou collaborateurs. C'est les tendances tech. Et donc, les tendances tech, il y en a beaucoup. Il faut savoir qu'au GITEX de Dubaï, il y avait l'intégralité des acteurs qui sont affichés ici, qui étaient présents. Tout ce qui va concerner le data center, le cloud, l'IA, la supply chain, le CRM, voilà, ils étaient tous présents à ce GITEX de Dubaï. Hein. Donc, je ne vais pas nommer tous les noms parce qu'il y en a beaucoup. Il y a Google, Amazon, Salesforce, Adobe, Oracle, Nvidia, Huawei qui étaient présents et aussi beaucoup d'acteurs qu'on ne connaissait pas parce qu'ils sont plutôt en Inde ou en Amérique du Sud. Donc, ils étaient tous présents à présenter des solutions B2B, donc un peu techniques. Donc, nous, on ne va pas trop parler de ces solutions qui sont vraiment des enablers techniques, mais on va parler des cas d'usage que permettent de faire toutes ces solutions présentées au GITEX et qui étaient aussi présentées sur le salon. Et on a organisé un peu ces cas d'usage intéressants selon ces 7 thématiques qu'on va vous présenter dans la suite. Donc, une thématique qui va être de l'IA pour tout le monde, une thématique qui va être la force de travail augmentée digitale, une thématique autour de l'industrie avec des use cases pour l'industrie grâce à l'IA notamment, une thématique sur la mobilité, sur les nouvelles énergies, sur les smart water et on terminera avec une thématique sur la sécurité. Donc ça, c'est ce qu'on va vous présenter dans la suite de ce webinaire. Et effectivement, on démarre par la première thématique qui est l'IA for All. Et donc, effectivement, on le dit, hein, on l'a dit un petit peu en introduction, mais sur ce salon au GITEX cette année, l'IA était vraiment partout. Et pour preuve, en fait, l'introduction qui a été faite à l'ouverture de ce salon par le ministre de l'économie des Émirats, en fait, il a eu cette phrase qui veut dire que voilà, il souhaitait que le monde considère les Émirats comme le siège mondial de la R&D en matière d'IA. Alors, j'avoue que je ne sais pas exactement si c'est déjà le cas, mais en tout cas, si c'est pas encore le cas, on n'y est pas très loin, parce que tellement tout est infusé d'IA, que ce soit dans les villes, dans les parcours, et bien évidemment qui est présent à ce salon. Et il y a une tendance notable qu'on a voulu mettre en avant, c'est cette notion d'IA pour tous, où finalement certains cas d'usage qui étaient jusqu'à présent réservés à des cas professionnels, à des cas business, en fait, ils viennent dans la sphère privée. Et donc le premier exemple qu'on a souhaité mettre en avant, c'est ce petit outil qui est d'un acteur américain, donc qui permet d'enregistrer toute conversation. Donc vous pouvez vous imaginer être dans une réunion avec un client et donc bien évidemment être concentré dans la relation, dans l'échange, sans avoir besoin de prendre de notes. En fait, l'outil va permettre de faire cette transcription automatisée en utilisant des outils comme ChatGPT ou Claude, par exemple, pour en faire un résumé, une synthèse. Ce qui est intéressant, c'est que ça, on le connaît déjà un petit peu sur un certain nombre de réunions et de vidéos. Là, l'intérêt, c'est qu'ils l'ont mis dans un outil, hein, ce petit outil là que vous voyez qui peut se porter sous forme de bracelet ou de collier, et donc ce qui permet en plus d'être complètement mobile et d'avoir cet élément directement porté sur soi. Et donc on peut le généraliser effectivement avec d'autres cas d'usage dans la sphère privée. Et donc par exemple, quand vous allez partir en vacances avec plusieurs heures de route, eh bien vous allez sauver vos vacances parce que toute la discussion que vous aurez pu avoir avec votre conjoint sera enregistrée et vous n'aurez pas oublié tout ce qu'il vous aura raconté pendant vos vacances. Et donc voilà, vous aurez vos vacances qui vont être sauvées également grâce à ça. Autre cas d'exemple de la professionnalisation qui vient dans la sphère privée, dans la sphère personnelle. En fait, dans ce monde totalement digital, on veut se représenter sur son meilleur jour. Et donc cet outil, hein, cette société qui vient de Corée, propose de pouvoir prendre finalement sur votre avatar numérique la tête que vous souhaitez. Donc un cas assez intéressant, c'est de pouvoir par exemple vous rajeunir si vous le souhaitez ou si vous en avez besoin. Mais ces outils qui étaient pour certains en tout cas déjà disponibles pour des professionnels, voilà, l'IA va accélérer, va permettre de simplifier grandement son utilisation et de pouvoir le généraliser finalement à l'ensemble et à tout à chacun dans le process de création de ces avatars et de pouvoir se transformer soi-même. Dernier exemple,
dans un domaine un petit peu similaire, c'est de la génération de vidéos. Adobe, lors de ce salon, a annoncé la sortie d'une bêta publique d'un nouvel outil, hein, donc concernant Adobe Premiere Pro, avec la possibilité donc de générer vraiment de la vidéo sur la base d'images ou de contenu de texte de manière totalement professionnelle, avec des avancées très notables sur on va pouvoir configurer les angles de caméra dans laquelle on va pouvoir générer la vidéo. Et le point intéressant également, c'est que pour éviter toute problématique, n'étant pas professionnel pour générer ces vidéos-là et n'ayant peut-être pas tous les réflexes de vérification des copyrights, cet outil, il est volontairement complètement safe, c'est-à-dire que l'intégralité des éléments qui sont utilisés pour générer ces vidéos sont totalement libres de droit. Et donc, encore une fois, cette incursion d'outils et de process que l'on peut connaître dans le monde professionnel vient dans la sphère personnelle avec finalement aussi des atouts qui nous permettent de contrôler et de produire des choses comme les professionnels et de manière très très simple. Merci Erwan. Et donc, cette IA qu'on a l'habitude de voir dans les cas d'usage que tu viens de présenter, en fait, il s'applique aussi à des cas d'usage plus professionnels. Et notamment, on va retrouver l'IA dans tout ce qui est gestion des forces de travail, des collaborateurs, des employés, et à commencer par le recrutement. Le recrutement, il y avait énormément de solutions de tous les pays du monde pour automatiser, grâce à l'IA, le recrutement. Donc là, on a choisi une des solutions qui était proposée donc, de la société indienne Zeco, qui est plutôt spécialisée sur le recrutement de développeurs. Et cet outil d'IA, en fait, il peut faire le sourcing lui-même, il peut surtout faire les interviews lui-même. Donc, vous lui dites les critères sur lesquels vous souhaitez évaluer le développeur, et l'IA va construire l'interview avec vous, et vous allez le valider, et ensuite, l'IA va mener l'interview. Donc, soit une interview audio, soit vidéo avec un avatar très humain et animé. Il va laisser le temps à la personne recrutée de s'exprimer, de répondre à des questions ouvertes, et l'IA va analyser toutes ces réponses pour donner un scoring sur des hard skills, mais aussi sur des soft skills. Et vous envoyez par email le compte-rendu d'évaluation du candidat, et vous n'aurez plus qu'à choisir de poursuivre le processus ou pas. Il faut savoir que là, je vous ai parlé des développeurs, mais il y avait aussi des solutions de recrutement basées sur l'IA pour d'autres secteurs, comme le BTP, spécialisé dans le BTP, ou dans les forces commerciales. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont proposées grâce à l'IA sur le recrutement. Donc ensuite, imaginons que vous avez pu recruter une force commerciale, par exemple. Vous allez peut-être vouloir vous assurer que quand elle arrive au travail, cette force commerciale, déjà, c'est la bonne personne, elle est authentifiée, mais aussi qu'elle est sobre pour pouvoir travailler sereinement. Donc c'est effectivement une machine 2 en 1 qui combine authentification et contrôle de l'ébriété. Donc je rigole un peu en parlant des forces commerciales, mais imaginez des use cases comme les sociétés de transport, ou les sites sensibles où on veut vraiment s'assurer de la sobriété des personnes qui entrent sur le site. Donc ça, c'est des solutions qui peuvent aussi se généraliser. Donc imaginons qu'ensuite vous ayez recruté, pourquoi pas plutôt un consultant, et vous travaillez avec ce consultant sur de l'idéation de nouveaux produits. Donc vous utilisez, en tout cas nous, Niji, on utilise souvent Miro. Miro, c'est un outil qui permet de collaborer sur l'idéation, sur différents processus. Et Miro a mis à jour son produit et il l'a annoncé pendant le GAITEX de Dubaï pour générer avec de l'IA beaucoup de choses. À partir de post-it d'un nouveau produit, elle peut générer un backlog, un premier backlog pas très exhaustif, mais en tout cas un premier backlog, un diagramme d'architecture de la solution et même, comme vous le voyez sur cette vidéo, des maquettes graphiques et des prototypes. Donc vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps grâce à l'IA dans vos réunions d'idéation pour faire du prototypage et du backlog, etc. Et ça ne s'arrête pas là. Imaginons que vous avez conçu un nouveau produit digital de qualité, vous voulez le développer de manière professionnelle, vous faites appel aux développeurs de Niji ou d'autres sociétés, et ces développeurs, demain, ils seront beaucoup plus performants, 10 fois plus performants, parce qu'ils vont utiliser des assistants d'IA. Donc, on en a choisi un, encore une fois, parmi tous ceux qui étaient proposés, qui s'appelle CodeMate, qui est indien. Et lui, il est très intéressant parce que déjà, il fait beaucoup de choses. Il va faire un espèce de RAG du projet. Donc, si le développeur il a une question pour mieux comprendre une fonctionnalité, l'IA lui répond de manière contextualisée par rapport aux documentations projet sur la question qu'il a posée. Et puis, bien sûr, l'IA va pouvoir l'assister
comme un pair programmeur sur tout ce qu'il fait, sur le code qu'il est en train d'écrire. Peut-être qu'il faut le refactorer, peut-être qu'il y a des bugs potentiels parce il a mal codé, donc l'IA l'assiste à chaque fois. Et puis l'IA va plus loin, elle peut lui proposer de commenter son code, de faire des cas de tests unitaires, même des cas de tests fonctionnels. Donc c'est vraiment un gain de temps pour le développeur. Nous, Niji, d'ailleurs, on expérimente énormément sur la notion de développeur augmenté à l'IA. On teste toutes ces solutions et on peut bien sûr aussi vous faire des comptes rendus très détaillés sur ce type de solutions. Finalement, est-ce que l'avenir, c'est pas de remplacer carrément les ressources du tertiaire par de l'IA? C'est ce que proposent certaines sociétés comme Ride Plus AI qui proposent des agents très spécialisés pour construire vos équipes digitales. Par exemple, vous avez besoin d'un expert marketing, d'un expert SEO, d'un expert sales. Eh ben, vous allez créer un agent spécialisé pour chaque cas et ainsi construire une équipe complètement digitalisée. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez les alimenter avec les cas d'usage de votre société. Vous allez par exemple donner à votre sales, voilà nos 10 meilleurs use cases de ma société. Et le sales va l'agent sales va vraiment l'incorporer dans son discours et dans son intelligence. C'est vraiment très similaire à ce que a annoncé très récemment Microsoft avec ses agents Copilot. Donc, on a vraiment cette tendance de remplacer certaines fonctions par de l'IA et de manière très contextualisée, très intelligente. Alors, il y aura quand même un domaine dans lequel on aura toujours besoin d'humains, Erwan. Alors effectivement, merci Florent, il y a toujours un domaine dans lequel on aura besoin d'humains, c'est dans l'industrie et notamment dans tout ce qui va être autour de la production des biens. Et au-delà d'avoir besoin d'humains, on va avoir besoin d'humains en bonne santé et surtout vivants. Et donc cette première société qui permet via l'IA de capturer finalement les images vidéo de caméras tout à fait standards et qui va permettre de surveiller les signes vitaux à l'intérieur d'un bâtiment, que ce soit une usine, un entrepôt ou que sais-je, voilà, via l'intermédiaire encore une fois des vidéos sur, vous voyez sur la vidéo, sur le niveau de stress, le niveau de respiration d'une personne, voire les pulsations. On ne le voit pas très très bien sur la vidéo, mais sur la vidéo centrale, on voit que la personne est tombée et donc ça va automatiquement alerter le management, les personnes en responsabilité pour pouvoir intervenir. Et donc, encore une fois, c'est l'IA qui va analyser les signaux vidéo de caméras standards. Au-delà des signaux vitaux, on va aussi avoir tous les éléments de sécurité qu'on va pouvoir retrouver pour un collaborateur dans un entrepôt ou dans une usine. Donc ça va être par exemple le port de comment dirais-je, d'équipements obligatoires comme le casque, les gants, comme vous pouvez le voir. Ça peut aussi bien évidemment surveiller les règles de sécurité, est-ce qu'on a le droit de fumer, pas fumer à certains endroits, ce genre de choses, des personnes qui pourraient éventuellement chuter. Donc voilà. Encore une fois, ces éléments d'IA qui vont analyser les vidéos qui vont être prises à l'intérieur d'un bâtiment vont pouvoir mettre en place des systèmes d'alerte automatiquement. Et ce qui est intéressant de cette société russe, c'est qu'en fait, c'est déjà déployé. Voilà, c'est déjà déployé dans un certain nombre d'usines, voire de centrales. Donc, c'est déployé chez Gazprom, chez Julkoy. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est complètement généralisé aujourd'hui dans un certain nombre d'entreprises, notamment en Russie. Au-delà de la santé physique, j'allais dire, des collaborateurs, un des points aussi qu'on a pu voir lors de ce GuideTech, c'est la santé au niveau de la santé globale et notamment de l'air que l'on respire. Et donc, cette société Star Affinity propose, sous la forme d'une petite valise, c'est pas plus grand qu'une petite valise, que vous pouvez installer dans vos bureaux, dans vos usines, pour essayer de purifier l'air et notamment au sens où on peut capturer le CO2 de l'air pour pouvoir le réutiliser. Et donc, cette petite valise, qui est vraiment pas très grande, est l'équivalent de 48 arbres. Ça capture le CO2 de l'équivalent de 48 arbres. Et donc voilà, vous allez avoir aussi des collaborateurs et des équipes qui vont évoluer dans un environnement plus sain. Et donc voilà, qui va de gagner par rapport à ces éléments-là. Le CO2 était très présent globalement au niveau du GuideTech parce que c'est effectivement un enjeu majeur aujourd'hui et ce qui nous a semblé intéressant, c'est cette société suisse qui propose un kit
qui va venir de la même façon capter le CO2. Alors, c'est valable pour les camions et pour le transport maritime pour les bateaux. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le transport de biens prend de l'ampleur et ça génère effectivement une source très importante de génération de CO2. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux manières de faire. Il y a effectivement de nouvelles gammes de véhicules qui sont plus économes et qui génèrent moins de CO2. Mais pour toute la flotte préexistante, en fait, le problème, il est toujours présent. Et donc, cette société s'est focusée sur ce point-là en produisant un kit qui est adaptable à tout véhicule et qui vient s'installer sur la structure du véhicule, que ce soit un camion ou un bateau, pour capturer le CO2, le stocker et ensuite pour pouvoir éventuellement le réutiliser dans d'autres manières. Cet exemple, il est aussi dans la surveillance des bâtiments en eux-mêmes, ou en tout cas des infrastructures de manière générale, au-delà des collaborateurs, des infrastructures que vous pouvez avoir sur vos usines ou sur vos entrepôts, encore une fois. Et donc avec ce drone qui vient se coller directement à des parois sur les différents murs pour faire des tests non intrusifs. Et ce qui est intéressant, c'est que l'embout que vous voyez sur la vidéo, en fait, il est interchangeable et donc on peut mettre différents types d'embouts pour faire différents types de tests. On peut, par exemple, aller, en termes d'usage, mesurer l'épaisseur d'un mur ou détecter des fissures ou, par exemple, la performance ou même la durabilité de tel ou tel matériau. Et donc, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet, sans avoir besoin de percer ou de faire de l'intrusion sur le bâtiment en lui-même, et donc de manière très simple, pouvoir utiliser ce drone qui va venir se coller. Et qui dit drone, dans un environnement où potentiellement vous êtes dans des usines sensibles, type Céveso, Centrale ou autre, vous avez aussi besoin de sécuriser cet espace. Et donc, on a cette société chinoise qui propose un système totalement autonome de sécurisation par détection et neutralisation de drones à distance. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous voyez ces espèces de radars qui vont être totalement autonomes et qui vont pouvoir mettre de brouiller un drone qui serait malveillant potentiellement et qui n'aurait rien à faire dans une certaine zone de sécurité. Et donc, ça va le neutraliser directement à distance. L'outil est totalement autonome. Vous le posez, il est directement fonctionnel. Ça a un certain coût, certes, puisque ça coûte à peu près 1 million d'euros, mais c'est déployé déjà en Chine et pour garantir la sécurité de certains sites sensibles, ça peut être extrêmement intéressant et son champ d'intervention est relativement large, puisque ça peut détecter et neutraliser des drones sur des distances qui vont de 5 à 13 km. Donc voilà, vous avez un champ d'action qui est quand même très très large. Merci Erwan. Et tu parlais des drones, effectivement, ça me permet d'enchaîner sur la prochaine thématique qui est la mobilité. Et justement, une des mobilités aujourd'hui, elle peut reposer sur ces fameux drones. Ça, c'est la première compagnie aérienne de drones cargo agréée en Europe. Et c'est déjà lancé commercialement en Grèce et bientôt aux Émirats Arabes Unis. Donc, ça permet de faire des livraisons le jour même sur une distance de 2500 km, donc c'est quasiment toute la France. Donc, c'est la capacité d'une petite camionnette en termes de capacité de fret. Et ça a un coût assez modique de 5 euros par kilo pour déplacer des marchandises d'un point A à un point B. Donc, c'est très intéressant parce que c'est plus rapide, 80% plus rapide que le transport terrestre, c'est 50% moins cher, ça fait 60% d'émissions de CO2 en moins. Et pour des sociétés comme par exemple Airbus qui a besoin souvent d'acheminer des colis entre Nantes et Toulouse par exemple, c'est parfaitement adapté à ce type d'usage. Et donc ça utilise vraiment des pistes d'atterrissage très courtes de 400 mètres seulement. Et ça va permettre de faire beaucoup de choses pour le transport, notamment B2B. Et puis si vous voulez plutôt utiliser le transport terrestre, vous avez là aussi beaucoup de solutions intéressantes. Vous avez des camions électriques autonomes. Donc ça, c'est une compagnie chinoise, encore une fois, qui propose ça. Et en fait, ils le font depuis déjà de très nombreuses années. Et ils ont déjà 20 000 camions électriques autonomes en circulation en Chine. Donc là où en France, c'est vraiment quelques cas d'usage très, très éparses de camions autonomes électriques, en Chine, il y en a déjà 20 000. Donc c'est ça qui est extrêmement étonnant. Ils ont des capacités, ils ont différents modèles, différentes capacités. Ça va de 1 tonne à 100 tonnes. C'est de l'autonomie de niveau 4, donc ça veut dire que c'est complètement autonome, mais il faut que ça soit dans un environnement clos, comme une zone industrielle, un port ou une mine, pour que ça soit autorisé. On peut même prendre le contrôle à distance, si besoin, pour certaines manœuvres de ces camions.
Et donc voilà, c'est déjà déployé en Chine, en Mongolie intérieure, et pourquoi pas à généraliser en Europe plus largement. Et puis si vous préférez le train, bah, là aussi on a des solutions d'acheminement autonome. Ça, c'est une société belge qui permet de rendre autonomes des wagons de fret existants. Donc, il les transforme pour rendre ces wagons autonomes et intelligents. Et donc, ces wagons-là, après, ils peuvent acheminer une marchandise en autonomie, sans locomotive, ou se greffer à d'autres wagons de fret autonomes aussi pour aller plus rapidement et plus intelligemment délivrer du fret, notamment. Et puis pour les voitures électriques de particuliers, il y avait aussi des solutions. Notamment, vous savez, si vous avez une voiture électrique, il y a quand même un gros problème, c'est de trouver des bornes de recharge près de ces lieux d'habitation, de travail, de consommation. Et c'est aussi un problème pour les villes, c'est d'installer des bornes de recharge un peu partout, des places dédiées aux voitures électriques qui ne sont pas forcément utilisées, etc. Donc la solution, pourquoi pas, c'est d'avoir plutôt des robots qu'on va appeler avec une application mobile et qui va venir près de la voiture pour la recharger. Et donc, c'est des robots qui existent déjà en Chine, qui sont déjà déployés. Encore une fois, la Chine a beaucoup d'avance. Ils sont déjà déployés dans des zones résidentielles, dans des parkings, dans des zones industrielles, parce que là aussi, on est sur une autonomie de niveau 4, donc des robots complètement autonomes, mais il faut que ça soit dans des zones bien précises et pas sur la voie publique. Et donc, ces robots-là, vous garez, vous l'appelez sur votre application mobile et il vient charger votre voiture. Et en plus, c'est des charges rapides de 15 minutes qui suffisent au lieu de 45 minutes en charge traditionnelle. Et c'est déjà déployé à Shanghai, à Beijing et en Malaisie. Et puis, une fois que vous aurez une voiture électrique complètement chargée et que vous roulez avec, eh bien, vous savez qu'il y a toujours ce problème des bouchons et ce problème des émissions de CO2. Donc, par exemple, à Paris, le choix, c'est plutôt de limiter la vitesse de circulation des voitures pour réduire ces deux problèmes des bouchons et du CO2. Eh bien, il y a des choix plus intelligents qui sont faits dans d'autres pays du monde, notamment à Abu Dhabi. Eux, leur parti pris, c'est plutôt de mettre de l'IA dans les feux rouges pour qu'on puisse réguler en temps réel la circulation. Et ces solutions d'IA dans les feux rouges, en fait, elles sont proposées par ailleurs par d'autres sociétés, comme des sociétés israéliennes ou pakistanaises. Et on se rend compte que quand on fait ça, on arrive à réduire de 28% le temps de trajet moyen d'un véhicule et de 15% ses émissions de CO2. Donc c'est une efficacité même plus importante que la stratégie parisienne qui est de limiter la vitesse à 30 km/h en ville et qui apporte un vrai bénéfice aux usagers. On espère qu'en France, on prendra un peu ce credo par la suite. Merci Florent. J'enchaîne avec la thématique des nouvelles énergies. Donc effectivement, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais on a besoin aussi de renouveler nos moyens d'énergie. Et donc on a sélectionné trois types d'énergie différentes. La première, c'est une société allemande qui s'appelle Enerkite qui propose de générer de l'électricité à l'aide d'un système qui ressemble un peu à une aile de kite. Ce qui est intéressant dans ce produit, c'est que il y a plusieurs choses. Vous le voyez sur la vidéo, c'est avec une infrastructure très légère qui permet justement de le monter sur un camion et donc d'être en mobilité et d'aller là où est le vent. Donc ça, c'est la première chose. Comme je disais, c'est aussi une infrastructure très légère et donc il n'y a pas besoin de monter des pylônes ou des choses comme ça et qui pourraient perturber la faune, la flore, le paysage et générer des perturbations. C'est vraiment quelque chose qui est très mobile et très simple et très léger. Et le dernier point qui est certainement aussi le plus important, c'est que cette aile de kite permet d'aller beaucoup plus haut dans le ciel et donc d'aller chercher des vents qui sont beaucoup plus réguliers et beaucoup plus forts et donc qui permet d'avoir une stabilité dans la génération de cette électricité. Donc voilà un premier exemple de nouvelle idée. Deuxième cas que l'on a pu identifier, c'est cet acteur des Émirats qui, dans un modèle circulaire, permet de traiter les eaux usées. Donc par électrolyse, et en fait ce traitement qu'ils apportent permet de générer de l'eau très très pure et qui permet sur la base des rejets dans ce traitement des eaux de pouvoir générer de l'hydrogène vert. Donc au-delà du modèle très circulaire qui est intéressant et qui est vertueux, ils annoncent des gains d'efficacité très importants qui sont de l'ordre de 300% et surtout, vu que c'est un modèle circulaire qui réutilise des rejets, une baisse des coûts de production de l'ordre de 60%. Et donc voilà, on est dans cette capacité avec cet acteur de produire de l'énergie verte en plus à des coûts intéressants. Dernier exemple sur du carburant, cet acteur allemand qui propose et qui produit aujourd'hui du carburant non fossile à la base de green méthanol.
Et ce qui est intéressant, c'est que la qualité de leur production, la qualité du carburant qui est produit est vraiment très importante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs très utilisé dans les sports automobiles, parce que la qualité est supérieure à ce qui permet de générer des rendements moteurs intéressants. Le point, c'est que le coût de production reste encore relativement élevé, parce qu'on est autour de 5 dollars le litre. Donc, ils y travaillent de manière importante pour justement réussir à baisser ce coût et de pouvoir le généraliser, puisque en fait, ce carburant, il est utilisable dans n'importe quel moteur classique de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et donc, l'idée, c'est encore une fois de généraliser toute cette chaîne de la mobilité de la mobilité, effectivement, en la rendant la plus verte possible. Et donc, en baissant ce coût de production, il devrait pouvoir parvenir à pouvoir alimenter en carburant des véhicules totalement personnels. Voilà. Et il y a beaucoup de voitures d'ailleurs à Dubaï. Il y a un peu moins de sources d'eau disponibles, hein. C'est un peu le problème des zones arides. Et c'est pour ça qu'on voit aussi sur le GuideTex pas mal de solutions en lien avec l'eau et son meilleur usage. Et il y avait notamment cette start-up portugaise issue du CERN, hein, donc l'institut très réputé en Europe. Et elle, cette start-up, elle s'est spécialisée dans la fibre optique et elle l'a équipé de capteurs thermo-hygromètres. Et ça permet de faire des relevés très très précis tous les mètres de l'humidité et de la température des sols. Et donc, ça permet d'avoir pas mal de cas d'usage parce que si on déploie cette fibre optique, par exemple, sur des terrains agricoles, on va pouvoir savoir en temps réel et de manière très précise quelles sont les zones sèches ou les zones humides. Et on va pouvoir, de cette manière, mieux arroser les plantations, mieux irriguer plus intelligemment et avoir une meilleure productivité agricole. De la même façon, dans les villes ou dans les immeubles, on peut déployer cette fibre optique pour savoir en temps réel s'il y a des fuites d'eau qui se produisent et mieux contrôler son réseau d'eau. Et on peut aussi déployer cette fibre optique dans le béton, en fait, pour avoir un contrôle du durcissement du béton et même surveiller la santé structurelle du béton. Donc, c'est plein d'usages intéressants autour de cette fibre optique reliée à l'eau. Et une deuxième innovation qui a retenu notre attention sur l'eau, c'est aussi d'utiliser l'eau comme une source d'énergie. Ça, c'est une société des Pays-Bas. Donc, vous savez, aux Pays-Bas, il y a beaucoup de cours d'eau. C'est finalement exploiter les cours d'eau, les rivières, pour produire de l'électricité avec des turbines. Le problème, c'est que dès qu'un bateau passe sur ces cours d'eau, sur ces rivières, généralement, ça peut mettre en danger la turbine. Donc, l'idée, c'est que là, il y a des détecteurs et de l'IA qui va détecter la présence d'un bateau et faire que la turbine se replie complètement à plat pour qu'il y ait zéro risque pour le bateau et pour la turbine. Et donc, de cette manière, on pourrait déployer ces turbines sur les rivières existantes dans nos villes pour vraiment produire de l'énergie pour alimenter des blocs industriels ou des blocs de maisons à moindre coût et de manière complètement verte. Donc ça, c'est l'idée à terme. Merci Florent, et je propose de passer à la partie sécurité. Alors, comme on vous l'a dit, on était au GuideTex à Dubaï. Dubaï, c'est une ville très sécure, notamment ça a été considéré comme la ville la première, la plus sécurisée pour se promener la nuit. Si c'est le cas à Dubaï, c'est pas forcément le cas de toutes les autres villes. Et donc, avant de passer sur des éléments de cybersécurité qu'on a vus, on a voulu illustrer deux cas de sécurité plutôt physique des personnes avec ce premier cas où c'est un équivalent d'un Uber de la sécurité, c'est-à-dire que le cas d'usage, c'est vous devez rentrer de nuit chez vous, eh bien, vous allez commander un drone à distance qui va décoller du coup à proximité, vous allez lui donner le trajet entre là où vous vous positionnez et votre maison, votre appartement, et va parcourir ce chemin et va pouvoir identifier éventuellement les menaces qui pourraient être sur ce chemin et vous donner la route la plus sûre pour pouvoir vous rendre chez vous. Autre cas, toujours avec ce système de drone, avec cette société des Émirats qui donnait un cas d'usage sur la prise de contrôle à distance via un drone dans le cas, par exemple, d'un cambriolage d'une banque. Ça permet d'intervenir très rapidement puisque le drone peut se rendre à proximité du lieu du méfait et prendre, grâce à ce drone-là, le contrôle des réseaux Wi-Fi à proximité, à partir de ces réseaux Wi-Fi, de prendre le contrôle, par exemple, de caméras de sécurité et effectivement pouvoir assez rapidement se donner une vision de la situation dans l'intérieur, par exemple, d'une banque ou de choses comme ça.
Donc voilà, deux cas d'usage liés à la sécurité, on va dire, de bâtiments ou de personnes. Et il y a d'autres cas d'usage qui étaient très présents autour de la cybersécurité et que Florent va vous présenter. Et oui, parce que la cybersécurité, c'est excessivement important de nos jours parce qu'on vit tous entourés d'objets connectés. Et ces objets connectés, ils sont de plus en plus hackés. Par exemple, très récemment, des robots aspirateurs chinois ont été hackés et ces robots aspirateurs se sont mis à insulter leurs propriétaires et à courir après le chien. Donc c'est finalement très dangereux de pas prendre au sérieux la cybersécurité dans un monde entièrement digitalisé. Et donc c'est vraiment au centre de préoccupations d'individus, mais aussi des entreprises, voilà, de répondre à ces enjeux de cybersécurité. Et il faut voir qu'au GAITEX, il y avait, je pense, un écosystème de solutions de cybersécurité très très riche, voire complètement exhaustif. Ils étaient tous là, ils étaient tous au GAITEX. Vous aviez Bitdefender, Cloudflare, Palo Alto, enfin il y en avait énormément. Et on a retenu deux solutions qui nous ont intéressés parce que on les juge assez innovantes. Il faut savoir que en termes de cybersécurité, il y a une menace qui est grandissante, c'est la menace quantique. Parce que quand on va atteindre les capacités de calcul quantique, on va pouvoir casser n'importe quel chiffrement très très rapidement. Et ça, c'est un problème. Donc là, l'idée, c'est de donner la possibilité aux entreprises de se préparer à cette menace quantique en ayant des clés de cryptage quantique elles-mêmes pour qu'elles puissent résister à ces menaces. Et donc ça, c'est une société suisse qui permet de distribuer des clés quantiques à toute l'organisation de manière à protéger l'information. Et une deuxième société qui a retenu notre attention, c'était Netscope. Donc eux, ils font du DLP, de la Data Loss Prevention. Ça permet aux entreprises d'éviter des fuites de données malveillantes ou accidentelles de collaborateurs, alors soit via les réseaux, soit via le cloud, soit via les emails, soit via les clés USB, soit même via les imprimantes. Donc eux, ils sont en capacité de tout vérifier. Et en fait, ils utilisent l'IA, c'est ça qui est nouveau, pour vraiment analyser la donnée qui est en train d'être fuitée. Est-ce que c'est une donnée sensible, une donnée d'importance, puisque l'IA est très très bon pour classifier, décoder un contenu. Et cette IA, elle est aussi très très bonne pour prendre en compte un contexte. Donc, si c'est normal que cette donnée soit échangée, il n'y a pas de problème. Mais si c'est anormal qu'un document confidentiel soit distribué, elle peut le reconnaître et donc le signaler, voire bloquer cette fuite de données. Donc, ça aussi, c'est des choses très importantes pour les sociétés de nos jours. Donc voilà, on a passé en revue un certain nombre de tendances technologiques et on voulait finir sur le fait que très bientôt, ce GAITEX, il va débarquer en Europe. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le GAITEX de Dubaï qui est le plus gros salon, le plus gros GAITEX du monde, hein, mais il a des déclinaisons dans chaque pays, dans chaque continent. Il y a un GAITEX Africa qui se tient au Maroc chaque avril, il y a un GAITEX Asia à Singapour, il y a une version au Nigeria, il y a une version en Thaïlande, mais c'est des plus petites déclinaisons locales et il n'y avait pas encore de déclinaison européenne du GAITEX. Et en fait, ça arrive l'année prochaine, en mai 2025, le GAITEX va débarquer en Europe pour la première fois dans la ville de Berlin, sur le salon Metz. Alors, on ne sait pas encore quelle va être la dimension de ce salon. En tout cas, en termes de nombre d'exposants, ils annoncent 2500 exposants, 60 000 visiteurs. Donc, c'est une édition plus petite, hein, mais plus localisée du GAITEX global. Donc, elle va être intéressante à suivre, voir si notamment toutes les startups européennes et les entreprises font le déplacement. Nous, bien sûr, on va couvrir cette première édition européenne. Si vous voulez tester ce qu'est ce GAITEX, vous pouvez aussi vous y rendre. Voilà, c'est en mai 2025. On peut en discuter ensemble si vous le souhaitez. Et puis, voilà, avant cela, il y a quand même ce fameux CES qui revient chaque année, qui se passe au mois de janvier. Bien sûr, nous y serons, comme chaque année depuis maintenant 11 ans, qu'on couvre ce salon. Et bien sûr, on va venir aussi vous débriefer du CES et on va venir même en physique dans chacune des grandes villes de France, vous débriefer de ce CES. Donc là, vous avez les dates de nos différents débriefs sur les villes de France, à Paris, à Rennes, à Bordeaux, à Nantes, à Lille, à Lyon. Donc si vous voulez participer à ces débriefs et venir nous rencontrer, pas de souci, prenez contact avec votre contact commercial Niji et on sera ravis d'organiser cela. Et puis même si vous voulez qu'on vous accompagne pendant ce salon CES à Las Vegas, on est aussi présent pour cela. Voilà, on a passé en revue dans le temps qui nous était imparti ce GAITEX.
Donc, on espère que ça vous a intéressé. On a gardé quelques minutes, si vous le souhaitez, pour répondre à vos questions, si vous en avez. Donc, si voilà, vous voulez poser des questions, on est là avec Erwan pour y répondre. Soit posez-les dans le chat, soit voilà, vous pouvez prendre le micro éventuellement pour nous poser ces questions. Voilà. Donc oui, je peux rappeler que toutes ces sessions de débrief sont enregistrées, que ce soit le débrief du GAITEX ou du CES, elles sont enregistrées. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le YouTube de Niji nos précédents débriefs qui sont disponibles notamment pour le CES. Et bientôt, ce débrief-là aussi sera disponible sur YouTube dans quelques jours ou semaines. Vous pourrez le revoir en intégralité. Voilà. Alors, est-ce que vous avez quelques questions ou pas? N'hésitez pas. Alors, la question, quand allez-vous partager ce webinaire? Ça sera d'ici une semaine ou 2 semaines. Voilà. J'aurais peut-être une question. Moi, c'est sur. On voit il y a des innovations B2C, il y en a certaines B2B. Ça serait quoi, vous, les innovations d'un point de vue plus industriel qui vous ont le plus marqué? Alors, Erwan, je peux me permettre de répondre. Moi, ce qui m'a vraiment Vas-y. marqué, c'est à quel point on généralise tout ce qui est vidéo analytics. C'est-à-dire dans une usine ou dans un entrepôt, en fait, le CCTV, donc toutes les caméras de surveillance qui sont déjà installées, hein, donc c'est pas un grand effort de le déployer. Elles sont désormais toutes connectées à de la vidéo analytique qui analyse absolument tout, hein. Ça peut analyser un souci sur la chaîne de production, un souci humain, comme on a parlé Erwan, la productivité, ça analyse vraiment absolument tout. Je sais que c'est déjà déployé dans certaines entreprises françaises, mais je pense que c'est pas aussi généralisé que dans d'autres pays du monde comme en Russie et en Chine. Et je pense qu'il y a un vrai retard là-dessus à le généraliser pour des questions de sécurité, hein, mais aussi pour des questions de productivité. Alors, je vois une autre question dans le chat. Quel rapport de ces innovations avec les contraintes réglementaires de sécurité des données personnelles et du patrimoine informationnel de l'entreprise? Donc, c'est vrai que par rapport aux réglementations européennes, ces sociétés-là, pour l'instant, en tout cas, pour les sociétés qui ne sont pas européennes, elles ne vont pas forcément vous parler du fait qu'elles sont conformes à la réglementation. C'est une notion très européenne, hein, la réglementation. Comme on dit souvent, comme on disait souvent en tout cas, par exemple, l'Amérique innove, la Chine copie et l'Europe réglemente. Donc c'est vraiment très européen, ces couches de réglementation. Néanmoins, la plupart du temps, quand ces sociétés, nous les interrogeons sur leur conformité aux réglementations, par exemple à l'IA Act ou à d'autres réglementations, elles ont des éléments de réponse, elles ont des façons de faire qui font qu'elles sont conformes la plupart du temps. En tout cas, quand elles ont un déploiement en Europe, elles sont dans la conformité. Il y a même des solutions spécialisées qu'on a vues, des sociétés qui sont spécialisées pour accompagner ces industries ou ces acteurs dans la mise en conformité européenne, parce que c'est bien sûr un casse-tête pour nombre d'entreprises. Ensuite, sur l'aspect confidentialité des données, si par exemple vous discutez avec Claude IA, donc à cette petite montre qui enregistre vos conversations et qui vous envoie des synthèses, ils vous disent que bien évidemment, ils ont créé une sandbox personnelle pour chaque utilisateur pour que les données ne soient pas publiques et pas partagées avec d'autres utilisateurs. Donc normalement, vous avez votre sandbox et ça reste vos données privées. Ensuite, bien sûr, ça passe par des acteurs américains qui ne sont pas forcément soumis au même contrôle, mais en tout cas, c'est le principe. Écoutez, on a tenu 1 heure pile, donc c'était le délai qu'on s'était donné. Donc, je vous remercie tous et je vous souhaite une très bonne journée.